La Première Guerre mondiale a causé une destruction et une mortalité inédites dans le monde. Pendant des années, l'armée française, par exemple, s'est battue désespérément dans les tranchées du front occidental, endurant des bombardements incessants, la boue, les maladies et des pertes horribles. En 1917, la France était exsangue, le moral s'effondrait et les hommes dans les tranchées atteignaient un point de rupture. Il aurait suffi d'une offensive ratée de plus, d'un massacre inutile de plus pour les pousser à bout. En 1917, la guerre à l'ouest était devenue un cauchemar d'impasse. Les deux camps étaient retranchés derrière des lignes défensives de centaines de kilomètres, renforcées de barbelés, mitrailleuses et bunkers en béton. Chaque année, les commandants alliés promettaient une nouvelle attaque décisive qui briserait enfin les lignes allemandes. Chaque année, des milliers d'hommes sortirent des tranchées, et presque aucun ne revenait. Les soldats français appelaient cela la boucherie, l'abattoir. Pourtant, les généraux continuaient d'insister qu'une offensive de plus mettrait fin à tout cela. En avril 1917, un nouveau commandant, le général Robert Nivelle, promit d'apporter la victoire en seulement 48 heures. Son plan était ambitieux. Un bombardement d'artillerie massif, suivi d'une avance rapide de l'infanterie entre les villes d'Arras et la crête du chemin des Dames. Nivelle affirmait que sa stratégie écraserait la résistance allemande et mettrait rapidement fin à la guerre. Il avait même promis que si le plan échouait, il l'annulerait immédiatement. Mais tout le monde ne le croyait pas. Beaucoup de ses officiers ont averti que le plan était imprudent. Malgré tout, les dirigeants politiques et militaires français l'ont approuvé, désespérés de gagner. Les Allemands savaient déjà ce qui allait arriver. Leurs services de renseignement avaient intercepté les communications françaises et renforcé leur défense. Lorsque l'attaque a commencé, le 16 avril 1917, 850 000 soldats français ont avancé contre 35 divisions allemandes bien préparées, retranchées derrière la puissante ligne Hindenburg. Les résultats furent désastreux. Les troupes françaises chargèrent sous la pluie et la boue, sous le feu des mitrailleuses. Dans certaines unités, les hommes tombaient plus vite qu'ils n'avançaient. À la fin du premier jour, environ 40 000 soldats français étaient morts ou blessés. Nivelle ne mit pas fin à l'offensive après 48 heures comme il l'avait promis. Il l'a poursuivie pendant 18 jours, chaque jour. Encore 10 000 hommes furent perdus. Lorsque l'offensive fut finalement arrêtée, les Français n'avaient été gagnés que quelques kilomètres de terrain. L'offensive fut un échec total, le moral s'effondra. Les soldats maudissaient Nivelle, le traitant de meurtrier. Il fut rapidement relevé de son commandement, mais le mal était déjà fait. L'armée française avait subi près de 4 millions de pertes depuis 1914. Les soldats étaient épuisés physiquement et mentalement. Les permissions avaient été retardées des mois. La nourriture était mauvaise, les tranchées infestées de rats. Et beaucoup d'hommes avaient perdu confiance en leur commandant. Lorsque la nouvelle s'est répandue que l'offensive de Nivelle n'avait rien accompli, la frustration a explosé. Au début, des groupes isolés de soldats refusaient simplement de monter en première ligne lorsqu'on leur en donnait l'ordre. Puis des unités entières ont commencé à désobéir aux ordres. Ils criaient des slogans comme « Abat la guerre » et « On en a assez ». Des troupes ont refusé de revenir des zones de repos. D'autres ont pris le train vers Paris, mais la police militaire les a arrêtés. Parfois des bagarres d'ivrognes et du vandalisme ont eu lieu, mais la majorité des actes de défi étaient pacifiques. Les soldats ne pillaient, ni ne provoquaient d'émeutes. Ils refusaient juste de combattre. La nouvelle s'est vite répandue dans l'armée, et en quelques semaines, l'agitation a touché des dizaines d'unités. Entre 30 000 et 40 000 soldats français répartis dans jusqu'à 16 corps d'armée refusaient de retourner dans les tranchées. Le haut commandement français s'est soudainement retrouvé face à une perspective terrifiante, une armée proche de l'effondrement. Si les Allemands avaient su à quel point cette crise était profonde, ils auraient peut-être lancé leur propre offensive et percé complètement les lignes françaises. De nombreux officiers craignaient que la France ne soit sur le point de vivre sa propre version de la révolution russe, qui venait tout juste d'avoir lieu quelques mois plus tôt. En Russie, les soldats et les ouvriers s'étaient des révoltés. Ils avaient renversé le tsar et plongé l'empire dans la guerre civile. Mais en France, ce n'était pas une révolution. Les mutins n'essayaient pas de renverser leur gouvernement, ni de se rendre à l'Allemagne. Ils voulaient toujours défendre leur pays. Ils refusaient simplement de mourir dans des offensives inutiles. Un soldat socialiste nommé Louis Barthas se souvenait que certains de ses camarades voulaient instaurer un soviet ou un conseil de soldats, comme en Russie. Mais Barthas a refusé. Il a écrit plus tard « Je ne voulais pas serrer la main d'un peloton d'exécution, juste pour faire semblant d'être des Russes. » Il a préféré, comme beaucoup d'autres, une protestation pacifique pour demander le changement.
Les revendications des mutins étaient étonnamment raisonnables. Ils voulaient la fin des attaques insensées, une meilleure nourriture et de meilleures conditions de vie, ainsi qu'un système de permission plus équitable. Les soldats étaient prêts à continuer de défendre la France, mais refusaient de participer à des offensives qui semblèrent gaspiller des vies inutilement. Cela rendit les mutineries françaises de 1917 uniques dans l'histoire militaire, une rébellion motivée non pas par la politique, mais par un pur épuisement humain. Après le renvoi de Nivelles, le général Philippe Pétain fut nommé pour rétablir l'ordre. Pétain était respecté par ses hommes, il comprenait l'impact que la guerre avait eu, et promit d'écouter. Il adopta une approche à deux volets, à la fois la carotte et le bâton. Tout d'abord, Pétain sévit contre les coupables les plus graves. Des milliers de soldats furent arrêtés et traduits en cour martiale. Environ 22 000 furent reconnus coupables de mutinerie ou de désertion. Entre 200 et 500 furent condamnés à mort, mais seulement 26 à 55 furent réellement exécutés. Les autres furent emprisonnés ou eurent leur peine suspendue à condition de reprendre le service. Le message était clair, la défiance ne serait pas tolérée, mais la punition seule ne résoudrait pas le problème de fond. Pétain s'adressa alors aux doléances des soldats. Il parcourut le front, parlant aux unités et leur assurant que leur vie ne serait pas gaspillée. Il améliora l'approvisionnement, augmenta le repos et réforma les permissions pour que chaque soldat puisse régulièrement quitter les tranchées. Plus important encore, il suspendit toute grande offensive jusqu'au rétablissement de l'armée française. Sa stratégie fut payante. À l'été 1917, la discipline fut rétablie. Les soldats sont retournés à leur poste, toujours fatigués, toujours en colère, mais prêts à défendre leur patrie une fois de plus. Les mutineries de l'armée française furent l'un des plus grands actes de désobéissance militaire de l'histoire moderne, mais elles furent aussi remarquablement contenues. À la différence de l'armée russe, l'armée française ne s'est pas effondrée. Le gouvernement est resté en place, et le front a tenu. Le message des mutins était simple. Nous défendrons la France, mais nous ne mourrons pas inutilement. Grâce aux réformes de Pétain, l'armée a retrouvé suffisamment de force pour tenir la ligne pendant 1917, et jusqu'en 1918 lorsque les troupes américaines ont commencé à arriver, pour renforcer les forces alliées. À la fin de la guerre, la France avait perdu plus d'1 million d'hommes, et des millions d'autres étaient blessés ou portés disparus. Une génération entière avait été marquée à jamais après la guerre. Le gouvernement français a minimisé les mutineries, redoutant qu'elles paraissent honteuses ou déloyales. Les archives ont été censurées, et le sujet rarement évoqué publiquement pendant des décennies. Mais les historiens l'analysent aujourd'hui autrement. Les mutineries n'étaient pas une trahison, c'était un cri pour survivre. Les soldats avaient enduré des années de massacres et ont finalement tracé une limite entre le sacrifice et le suicide. Leurs actions ont forcé les dirigeants français à affronter les dures réalités de la guerre industrielle et les limites de l'endurance humaine. Les événements de 1917 ont révélé quelque chose de puissant sur l'esprit humain. Même dans une guerre de souffrance inimaginable, les soldats français ne se sont pas révoltés par lâcheté ou défaitisme. Ils se sont révoltés parce qu'ils accordaient encore de la valeur à la vie, la leur et celle de leurs camarades. Leur courage s'est exprimé non seulement au combat, mais aussi face à des exigences impossibles. Leur protestation a finalement aidé à sauver ce qui restait de l'armée française. Et lorsque le moment est venu, en 1918, ils ont tenu bon lors des dernières offensives allemandes et ont contribué à la victoire.